Bienvenue à ce débat électoral 2014 pour la circonscription de Papineau. Mon nom est Josiane Hardy, je suis à la base du magazine Infomag et parole à l'élu sur les ondes de la TVC Basse-Lièvre. Ce soir, 4 candidats, soit M. Iraca du Parti libéral, M. Primo du Parti québécois, M. Sarrazin de Québec solidaire ainsi que M. Beauchamp d'Option nationale, débattront des 4 sujets spécifiques, soit la santé, l'éducation, l'économie et les grands enjeux. Le candidat pour la Coalition Avenir Québec, M. René Langelier, a décliné notre invitation. La formule pour ce soir est très simple. Les candidats auront 1 minute pour répondre à la question sur le thème, ensuite les face-à-face. Le candidat aura le choix de questionner le candidat de son choix en 30 secondes. Ce dernier a 1 minute pour répliquer, pour donner la réponse, par la suite, une réplique de 30 secondes et le premier candidat peut répondre en 1 minute. La durée totale des échanges est de 3 minutes. Ce soir, me donne un coup de main, j'aurai 2 co-animateurs avec moi, soit Mme Jessie Laflamme et M. François Robert de TC Média. Mais débutons tout d'abord avec les mots d'ouverture. Tous les ordres, ce soir, l'ordre du débat a été déterminé par tirage au sort au préalable. Donc, pour débuter les mots d'ouverture, c'est M. Jonathan Beauchamp d'Option nationale qui a remporté le gros lot. Donc, M. Beauchamp, votre mot d'ouverture. Alors, bonjour. J'aimerais débuter en remerciant la télévision communautaire Basse-Lièvre ainsi que Transcontinental Média d'avoir organisé le débat. Je les félicite également puisqu'ils ont invité tous les candidats de tous les partis politiques. Soit c'est quelque chose que les médias traditionnels ont tendance à oublier. Maintenant que j'ai passé mon message, je me présente, Jonathan Beauchamp. Je suis candidat pour Option nationale dans Papineau pour une deuxième tentative. Très brièvement, je vais vous expliquer pourquoi j'ai adhéré à Option nationale. Pour moi, Option nationale, c'est le seul parti qui offre de façon claire et concrète aux Québécois une démarche vers l'indépendance. C'est la raison pour laquelle j'ai adhéré à Option nationale. Nous, chez Option nationale, on s'engage à faire du Québec un pays dans un premier mandat et on s'engage aussi à faire la pédagogie de l'indépendance, c'est-à-dire à expliquer à la population en quoi ça serait bénéfique. On a également une plateforme qui est très emballante, qui parle d'enjeux de développement et d'enjeux clés pour le développement du Québec. Et vous allez avoir la chance de m'entendre sur différents enjeux lors du débat. Merci. Merci beaucoup, M. Beauchamp. Donc, en second lieu, M. Sarrazin. M. Sarrazin, votre mot d'ouverture. Bonsoir. Je tiens également à remercier la télévision communautaire pour son implication. Processus important, je pense, dans la démocratie et les débats. Je voudrais juste vous mentionner que moi, d'abord Marc Sarrazin, j'ai travaillé pendant 30 ans comme organisateur communautaire au C3S de Papineau ici. Maintenant, j'enseigne à l'Université du Québec en Outaouais en travail social. Ce qui m'a permis, je pense, entre autres, parmi mes 30 ans comme organisateur communautaire, m'ont permis de vraiment bien connaître les besoins du milieu. Et ce qui m'a motivé à me présenter sur la bannière de Québec solidaire, c'est ses valeurs et ses principes également. Donc, Québec solidaire, pour moi, c'est un parti qui veut un Québec juste, un Québec libre et un Québec vert. Merci beaucoup, M. Sarrazin. M. Iraca. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être ici ce soir pour participer à cette première mondiale, un débat organisé entre TC Média et TVC Basse-Lièvre. Et également, je fais, comme mes collègues ici autour de la table, j'en profite pour féliciter les organisateurs. Je sais que c'est beaucoup d'ouvrages. Alors, je suis très heureux de participer à ce débat où on va discuter d'enjeux importants pour le comté de Papineau. Je me présente à vous pour un deuxième mandat, toujours avec le même souci d'offrir un service de proximité et de qualité pour les citoyens du comté de Papineau. Comme vous le savez, vous pouvez toujours compter sur moi. Je serai toujours présent pour défendre les intérêts des citoyens avec ma plus grande vigueur et je vais faire pousser les dossiers à l'Assemblée nationale pour le comté de Papineau avec toutes mes énergies. Je vous souhaite donc à tous et à toutes un excellent débat. Merci. Merci beaucoup, M. Iraca. Et pour terminer les mots d'ouverture, M. Primo. Bonsoir. Je suis Jean-François Primo, candidat pour le Parti québécois. Je voudrais premièrement remercier la TVC pour organiser ce débat qui nous permettra d'échanger au bénéfice des électeurs de Papineau. Depuis plus de 30 ans, je me bats pour améliorer les conditions de vie de ceux qui m'entourent. Militant péquiste de longue date, je suis fier des changements structurels nécessaires que notre gouvernement a entamés lors des 18 derniers mois en Outaouais. Rapatriement des naissances, unité d'hémodialyse à Buckingham, agrandissement du campus de Gatineau du Cégep, de nombreux projets ont abouti depuis l'élection de Mme Marois. Je suis donc ici ce soir pour partager ce bilan positif avec vous. Candidat pour la deuxième fois, je suis déterminé à ce que cette fois-ci soit la bonne. Merci. Merci beaucoup, M. Primo. Maintenant, le premier thème de la soirée, la santé.
Oui, on le sait, les citoyens, depuis déjà quelques années, réclament un statut officiel pour l'urgence de Saint-André-Avelin. D'ailleurs, la plupart d'entre vous avaient déjà abordé la question lors de l'actuelle campagne électorale. Également, on sait que le Centre de santé et de services sociaux de Papineau a un projet de transférer 55 lits de l'hôpital de Papineau vers le centre d'hébergement Vallée de la Lièvre. Aussi, la création d'une maison en soins palliatifs sur le territoire de la MRC Papineau est fortement demandée par les citoyens. Et évidemment, on ne peut pas parler de la santé sans parler du manque de professionnels dans ce domaine. Ainsi, dans ce contexte, quel est votre plan de match pour améliorer l'offre de services en santé sur le territoire de Papineau? Merci beaucoup, Jessie. Donc, via tirage au sort, c'est M. Beauchamp qui peut répondre en 1 minute à la question posée sur la santé. M. Beauchamp. Donc, par rapport à l'urgence de Saint-André-Avelin, avant tout, ce qu'il faut comprendre, c'est que la région de la Petite-Nation a une population qui est quand même très vieillissante, mais également, il y a beaucoup de plus en plus de jeunes qui viennent s'installer en région. Moi, j'habite à Ripon, je le vois, il y a beaucoup de jeunes familles qui viennent s'installer dans le coin. Donc, il faut réagir et il faut s'adapter le plus possible à cette nouvelle réalité-là. Et c'est pour ça que nous, on a pu justement élargir le rôle de l'urgence et de donner un statut d'urgence au CLSC de Saint-André-Avelin. Nous, on a des petites choses qu'on propose sur l'Option nationale pour améliorer le système de santé, comme élargir le rôle des infirmiers et des infirmières pour qu'ils puissent offrir plus de services de première ligne. Et on veut également élargir le rôle des pharmaciens et pharmaciennes pour qu'ils puissent donner des médicaments, aussi renouveler des médicaments pour les Québécois et les Québécoises, pour justement désengorger les urgences et laisser plus de place, moins d'attente aussi dans les urgences. Merci beaucoup, M. Beauchamp. En second lieu, M. Iraca sur la question. Oui, alors je suis content qu'on parle de la santé. Mes 2 premiers engagements de la campagne électorale se sont faits, le premier au CLSC à Saint-André-Avelin, dans la Petite-Nation, pour effectivement que l'urgence soit ouverte 7 jours par semaine. Actuellement, dans la Petite-Nation, il n'y a aucune pharmacie d'ouverte le dimanche. Alors, la journée que l'urgence sera ouverte 7 jours par semaine à Saint-André-Avelin, croyez-moi, il va y avoir une pharmacie d'ouverte le dimanche. C'est un dossier où il y a beaucoup d'espoir. Pourquoi? Parce qu'il y a des nouvelles cohortes de médecine, il y a des jeunes étudiants, il y a 14 nouveaux médecins qui vont arriver en Outaouais cette année et 15 autres l'année d'après. Le timing, permettez-moi l'expression, est là. Il ne faut pas manquer le bateau. Il y a un investissement de 850 000 à faire strictement en main-d'œuvre pour le CLSC. Et le CHSLD, c'était mon 2e engagement, 55 lits. Et effectivement, c'est un dossier qui doit aboutir. Il y a 2 à 3 personnes par chambre à l'hôpital présentement de Buckingham. Je suis d'accord avec le candidat d'Option nationale. Les super infirmières vont pouvoir diagnostiquer certaines choses et prescrire, et les pharmaciens vont pouvoir renouveler les prescriptions. Ça va désengorger les urgences. Merci. Parfait. Merci, M. Iraca. Donc, M. Primo, sur la question de la santé en 1 minute. Sur la question de la santé, on a déjà, M. Iraca fait recycle ses promesses. Donc, lors du commencement de la campagne électorale, il a commencé à parler du CLSC de Saint-André-Avelin. C'est assez intéressant à voir que depuis environ 10-12 ans qu'il y a des problèmes de médecins au CLSC de Saint-André et le député de Papineau est un libéral depuis toutes ces années-là. Donc, tout d'un coup, lors d'une campagne électorale, là, il a comme trouvé des solutions. Au Parti québécois, on a fait le travail. On a regardé la question de création de GMF, des groupes de médecine familiale. Si, quand on associe ça avec les CLSC, il y a possibilité, c'est une des solutions pour justement, pour que les gens aient une meilleure offre de services, qu'ils puissent avoir accès à des médecins. Depuis 2012, il y a eu 13 groupes de médecine familiale qui ont été créés au Québec. Et il y a maintenant, depuis 2012 toujours, il y a 323 000 personnes au Québec qui ont accès à un médecin. Donc, ça veut dire que c'est en train de s'améliorer. Merci. Merci beaucoup, M. Primo. Donc, M. Sarrazin, pour la question sur la santé. Nous, on pense à Québec solidaire que la solution, ça passe par les CLSC. Les CLSC, c'est une organisation qui a fait ses preuves, qui a été reconnue mondialement dans les années 70 et 80 comme la façon de donner les meilleurs services de première ligne. C'est par là qu'il faut que ça passe. M. Primo vient de mentionner que les GMF, ça ne va pas de miracle, 13 au Québec, on s'entend. Ce n'est pas par les GMF qu'il faut que ça passe, et surtout pas en ajoutant des super au bout, comme les libéraux font. C'est vraiment par les CLSC qui vont donner des services, autant au niveau de la santé. On a vu cette semaine dans les journaux des problèmes en santé mentale que je connais bien parce que j'ai travaillé dans le domaine longtemps. Ça aussi, il faut donner un appui, et c'est par les organismes communautaires que ça passe souvent. Si on veut prévenir les problèmes, les organismes communautaires sont des champions là-dedans, sont proches du terrain,
Observer d'abord, vite fait, trouver des solutions aux problèmes. Et mettre l'accent sur les CLSC, c'est ce qu'il faut. Arrêter d'aller vers le privé pour développer le public. C'est ça l'avenir. Parfait, merci M. Sarrazin. C'est maintenant l'heure des face-à-face. Je vous rappelle que pour les face-à-face, l'ordre est établi par tirage au sort. Le premier candidat a 30 secondes pour questionner un candidat de son choix. Le candidat questionné répond en 1 minute. Ce dernier a le droit de réplique de 30 secondes vers la personne qui l'a questionné et ce dernier répond en 1 minute. Donc, pour ouvrir les face-à-face sur la santé, M. Sarrazin de Québec solidaire. Je vais adresser ma question à M. Iraka. On sait que depuis longtemps, en tout cas moi, je sais depuis longtemps qu'au CH de Buckingham, c'est un problème. Il y a des personnes qui sont là qui devraient être au centre d'accueil, en fait, au CHSLD. Et on sait également que l'urgence de la petite nation a dû couper ses heures. Moi, j'ai une question à 2 volets. Première question, comment se fait-il que vous ayez laissé couper ces heures-là? Deuxième question, comment se fait-il que le transfert des lits vers le CHSLD n'a pas été fait 10 ans, 15 ans, 20 ans passés? Oui, je remercie M. Sarrazin pour la question. Alors, la première question concernant le CLSC de Saint-André-Avelin. Alors, sous le règne des libéraux, effectivement, il a déjà été ouvert plus de 5 jours par semaine. Alors, c'est une question de main-d'œuvre. Pour être ouvert 7 jours, ça prend des médecins. Il y a eu des départs à la retraite et il y a eu des coupures auparavant par le Parti québécois. Il y a eu des mises à la retraite forcées, ce qui a fait en sorte qu'on a été obligé de réouvrir les cohortes de médecine de manière plus importante et ça prend 10 ans à former un médecin. On voit la lumière au bout du tunnel cette année. Pourquoi? Parce qu'il y a des jeunes médecins qui vont sortir des universités et il y aura un surplus qui va se dégager. Et à ce moment-là, on va pouvoir, avec une volonté politique, un investissement minime, 850 000 $ pour le CLSC, les médecins vont pouvoir être là avec des infirmières, des techniciens en laboratoire. Pour le CHSLD, le premier jet du dossier a été déposé en 2008. Le Parti libéral a investi beaucoup d'argent dans les infrastructures à l'hôpital de Buckingham et dans les centres de laboratoire. Nous étions rendus au CHSLD en 2012 et il n'y a pas de raison que le dossier n'aboutisse pas. M. Raccord, pour la réponse, vous avez 30 secondes pour questionner M. Sarrazin. Alors, quelle est votre vision, M. Sarrazin, en lien avec la santé? Vous parlez beaucoup de CLSC et puis je suis très d'accord avec vous, il faut exploiter davantage les CLSC. Ne pensez-vous pas que des super infirmières, des infirmières au niveau maîtrise pourraient aider en posant certains diagnostics, pas des majeurs, des mineurs, certains petits diagnostics, les grippes, les oreillons, et en faisant quelques petites prescriptions, que ça pourrait désengorger un tant soit peu les urgences? Effectivement, les infirmières, et je suis bien placé pour le savoir, c'est des personnes qui ont des connaissances assez incroyables, mais qui ont été sous-utilisées. Et c'est pour ça qu'il faut ramener des médecins vers les CLSC, parce que les médecins qui travaillent dans les CLSC sont habitués de travailler avec des infirmières, sont habitués de travailler en équipe. Donc, il y a une répartition des tâches qui se fait naturellement entre différentes professions et les médecins sont libérés. Pas besoin toujours d'avoir un médecin pour régler un problème de santé. Donc, effectivement, les infirmières sont une solution importante et par le fait même, il faut développer ces gens-là, bien entendu, ces personnes-là, et on pourra y revenir peut-être, mais l'Université du Québec en Outaouais, on sait que c'est une université sous-développée, ce qui est, à mon avis, incroyable dans un contexte de l'Outaouais, et il va falloir mettre l'accent là-dessus à l'avenir. Merci beaucoup, M. Sarrazin. Donc, deuxième face-à-face, M. Raccord, vous questionnez le candidat de votre choix. OK. Alors, je vais questionner M. Pribeau, toujours sur la question de santé et toujours sur le CHSLD à Buckingham. Le Parti libéral investit beaucoup dans les infrastructures, puis on en avait besoin parce que si on ne le fait pas, ça nous rattrape plus loin plus tard. L'hôpital de Buckingham a été revampé et nous étions rendus au CHSLD à Buckingham. Et le Parti québécois a décidé dans son dernier budget de faire des coupes de 15 milliards de dollars dans toutes les infrastructures, santé, éducation, mais malheureusement, ça touche la santé ici à Papineau. Pourquoi, et j'ai parlé aux dirigeants de l'hôpital, pourquoi c'est le silence radio depuis 18 mois dans ce dossier-là?
Merci, M. Iraca. M. Primo, en une Faudrait, minute. avant de répondre à votre question, il faudrait peut-être revenir sur des faits, des énormités que vous avez mentionnées tantôt. M. Iraca, vous revenez sur l'histoire de 1982, les coupures, là, les mises à la retraite. Là. Vous avez parlé de ça tantôt, vous avez dit que le Parti québécois avait fait des coupures. Tous ces gens-là, là, ils seraient en âge de retraite. Donc, il faudrait arrêter peut-être de parler de ça. Pour revenir, la question est que quand on a pris le pouvoir après les 9 ans du Parti libéral, les finances étaient dans un mauvais état. Il a fallu faire des choix. Il y a eu des choses. Autant que possible, on a essayé à réduire le plus possible les budgets en santé, mais il a fallu faire des choix et d'être responsable. Vous aviez fait la dernière campagne électorale sur la carte de crédit, comme on dit, et vous aviez promis plein de choses. À ce moment-là, bien, on s'est ramassé quand on est arrivé, puis il a fallu qu'on dise non aux promesses que vous aviez faites et aussi de mettre de l'ordre dans les finances publiques. Parfait. M. Primo, vous avez 30 secondes pour relancer M. Iraca. C'est un peu aussi la pensée magique, M. Iraca. Vous semblez penser que la journée qu'il va y avoir plus de médecins au CLSC, qu'il va y avoir 3 pharmacies qui vont s'ouvrir dans Saint-André-Avelin, là, je veux dire, il faut quand même être réaliste. Les pharmacies, c'est des entreprises privées. Un autre point aussi qui m'agace quand on parle des super infirmières, il faudrait peut-être appeler les termes comme il faut, les infirmières qui sont diplômées, parce que pour moi, toutes les infirmières, c'est des super infirmières. Là. Donc, les gens, puis les infirmiers aussi. Donc, ce sont des gens qui sont professionnels. M. Iraca, réponse en 1 minute. Je ne sais pas si c'était une question. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut tout essayer et tout tenter. Ce que je dis, je suis une personne étapiste et je peux vous assurer que s'il y a une urgence d'ouverte dans la petite nation, il y a un pharmacien, vous avez raison, c'est une question d'argent, qui va vouloir faire un peu d'argent et qui va ouvrir le dimanche, parce que les gens qui vont sortir de l'urgence le dimanche, au lieu d'aller à l'extérieur, à Hawkesbury ou à Buckingham, bien, ils vont aller dans une pharmacie qui est ouverte. C'est une question de bon sens. Est-ce qu'il y en aura 2? Est-ce qu'il y en aura 3? Est-ce qu'il y en aura 4? On verra. Mais ce que je vous dis, c'est qu'il y a un besoin pour une urgence dans la petite nation, 7 jours par semaine, et qu'il y a un besoin également pour qu'une pharmacie soit ouverte. Et c'est une roue qui tourne. Alors, il faut faire le lien, effectivement, entre une urgence ouverte 7 jours et une pharmacie ouverte 7 jours. Je pense qu'on peut pas passer à côté. On ne peut pas passer aussi à côté des infirmières diplômées qui peuvent aider et faire en sorte, ça fait consensus dans le domaine médical. Je dois vous couper, M. Iraca. Merci pour la réponse. Donc, M. Primo, 30 secondes pour questionner le candidat de votre choix. Bien, on a fait notre part sur la question de la faculté de médecine à l'UQO. Et j'aimerais savoir, là, M. Beauchamp, que vous pensez de la faculté de médecine à l'UQO. C'est sûr que nous, Option nationale, on est fortement en faveur d'une faculté de médecine en Outaouais. C'est certain qu'il y a tout le contexte frontalier qu'on doit prendre en considération. Le fait qu'on soit tout près d'Ottawa, beaucoup d'étudiants vont de l'autre côté de la rivière pour aller faire leur étude en médecine ou vont plutôt à Québec ou à Sherbrooke, par exemple. C'est sûr, nous, chez Option nationale, on prône l'indépendance, bien évidemment. On pense que l'Outaouais aurait tout à gagner dans un Québec pays. Le contexte frontalier ne serait pas le même. On pourrait avoir des investissements majeurs qui seraient faits en Outaouais de par le rapatriement de notre argent, le 40-50 milliards qu'on envoie à Ottawa. Donc oui, absolument, on est très favorable à ça. Oui. Excellent. Merci, M. Beauchamp. Vous avez 30 secondes pour lancer une réplique à M. Primo. Oui, savoir, M. Primo, votre avis sur le fait que 20 des cours de la première et la deuxième année de la faculté satellite de l'Université McGill vont se donner en anglais. Je vous mentionnerai que c'est 9 les derniers chiffres qui ont été sortis. Effectivement, on le déplore, mais quand les universités, quand la province de Québec a été divisée pour la question, pour les territoires des universités, le gouvernement du temps a mis l'Outaouais sous la gouverne de l'Université McGill. Mais présentement, on fait des pressions pour que, justement, que les cours soient donnés en français. Et même, présentement, ils sont en train d'établir le programme. Et le programme, on va tout faire pour que ça soit donné en français, effectivement. Merci, M. Primo. M. Beauchamp, sur la santé, le candidat de votre choix. Une question, M. Iraca.
Monsieur Arca, j'aimerais savoir pourquoi votre gouvernement, à l'époque, dans les années 2000, début des années 2000, s'est-il engagé à construire 2 mégacentres hospitaliers universitaires à Montréal, un projet qui est également appuyé par le PQ maintenant, alors que toutes les grandes métropoles du monde n'ont pas le luxe de se payer 2 mégacentres hospitaliers au coût de 2,5 milliards de dollars de fonds publics. Alors qu'on convoque une région comme l'Outaouais, où c'est probablement la région où il qui est même moins bien servie au niveau des soins de santé, des services en santé, comment pouvez-vous appuyer un projet de la sorte? Alors, moi, j'appuie des projets pour mon comté, le comté de Papineau. Je vais prêcher pour ma paroisse, si vous voulez. Montréal, pour moi, c'est un peu plus loin physiquement et dans ma tête également. Mais je peux vous en parler. Au Québec, nous avons une population vieillissante. D'ici 5 ans, il y aura plus de gens qui vont être âgés de 55 ans et plus que de 55 ans et moins. Alors, il faut s'occuper effectivement de ces gens-là. On va tous arriver là, on va tous se rendre là. Il y en a qui sont déjà là et c'est important. Et la population vit de plus en plus âgée, donc plus vieille. Donc, c'est important d'avoir un système de santé adéquat. Il faut investir l'argent dans la santé, dans l'éducation. Bref, je vais reprendre mon slogan, il faut investir dans les vraies affaires. Excellent. Merci, M. Racah. Vous avez 30 secondes pour questionner M. Beauchamp. Alors, M. Beauchamp, concernant, je sais que votre vision, et je respecte ça, c'est concernant l'indépendance du Québec. En quoi être indépendant favoriserait tout le domaine de la santé au Québec? Oui, c'est sûr. Nous, ce qu'on commence par dire souvent, c'est qu'on envoie toujours entre 40 et 50 milliards de dollars par année à Ottawa. Au niveau de l'Outaouais, comme j'ai mentionné, c'est un contexte qui est assez particulier de par la région frontalière. Beaucoup de médecins quittent la région, vont vers l'Ontario parce que c'est mieux rémunéré, par exemple. Donc, en étant un pays, Gatineau, nous, ce qu'on propose dans notre plateforme, c'est que Gatineau deviendrait un des 3 pôles administratifs majeurs d'un Québec indépendant. Donc, ça veut dire en sorte ça va faire en sorte justement que l'économie de la région va être mise de l'avant. Donc, Gatineau et l'Outaouais vont devenir une région vraiment importante dans le Québec et ça va faire en sorte peut-être éventuellement d'attirer peut-être des investisseurs, des médecins, des infirmières et peut-être même avoir justement une faculté complète de médecine ici à l'UQO. Parfait. Merci beaucoup, M. Beauchamp. Merci, messieurs. C'est maintenant l'heure du deuxième thème, soit l'éducation. Fait des mécontents et causer un bras de fer entre les commissions scolaires et le gouvernement québécois. À cela s'ajoutent les importantes coupures dans les transferts de l'État vers les commissions scolaires. De plus, le taux de diplomation est loin d'être idéal sur le territoire. Le financement complet pour le terrain synthétique et l'agrandissement des locaux de la formation professionnelle tardent toujours à venir. Les électeurs se demandent ce que vous comptez faire à ce chapitre si vous êtes élu le 7 avril. Pour commencer, 1 minute de réponse sur la question, M. Beauchamp. De la CSCV, on peut aller voir le rapport annuel qui a été publié. Puis on peut constater que la persévérance scolaire, c'est quelque chose qui est vraiment mis de l'avant par la CSCV, la Commission scolaire au cœur des vallées. Chez Option nationale, on propose 2 choses pour justement améliorer la persévérance scolaire, c'est-à-dire faire en sorte de bonifier les activités parascolaires, parce que souvent les enfants, lorsqu'ils ont des activités parascolaires, ils développent un sentiment d'appartenance envers leurs écoles. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, quand je savais que j'avais des activités parascolaires, j'avais hâte d'aller à l'école le matin. Deuxième chose qu'on propose également, c'est d'inclure une activité quotidienne d'activité physique à l'école, de la maternelle jusqu'au secondaire 5. On dit souvent l'expression « un corps sain dans un esprit sain », et c'est justement dans cette lignée-là qu'on s'en va. Merci, M. Beauchamp. En second lieu, M. Racah. Alors, toutes les mesures doivent être prises, pour la réussite des élèves. Alors, nous, on a exposé un plan concret de diminution. Il faut diminuer la bureaucratie au niveau du ministère de l'Éducation. Il y a un travail à faire et on pense récupérer 37,5 millions, pas de manière à la CAQ où on blesse des gens et on fait ça drastiquement, mais de façon graduelle. Il y a des coupes à faire et on réinvestirait ces sommes d'argent-là sur le plancher et de s'assurer qu'il y ait beaucoup d'Indiens. Il peut y avoir des fois dans certains départements beaucoup de chefs et peu d'Indiens. Il faut s'assurer qu'il y a des gens sur le plancher pour faire une différence quotidiennement avec les jeunes. Il faut investir dans la formation professionnelle d'ici 2020. C'est
1,4 million de postes qui devraient être comblés au Québec, dont 32 vont exiger une formation professionnelle, la main-d'œuvre. Et il faut encourager les parents à encourager leurs enfants. Excellent. Merci, M. Sarrazin. Nous, on n'est pas d'accord à Québec solidaire avec les coupures pour les commissions scolaires à 200 millions. On annulerait cette coupure-là. On va avoir besoin des commissions scolaires pour mettre des programmes sur pied, des nouveaux programmes en lien, surtout dans le comté de Papineau, des programmes en lien avec les besoins locaux, que ce soit au niveau de l'agriculture, que ce soit au niveau de la foresterie. Ça va nous les prendre, ces responsables-là, ces leaders-là, pour développer ces programmes. Maintenant, il va falloir aussi suivre la nouvelle technologie. L'enseignement à distance existe maintenant. Je l'utilise assez régulièrement à l'université. Et on est en région. Il s'agirait tout simplement d'organiser avec les partenaires locaux des endroits où des étudiants et des étudiantes puissent se rendre pour suivre des cours directement à l'UQO ou au cégep même. Et enfin, il va falloir développer l'UQO. Je suis assez bien placé pour dire qu'il faut développer et à vitesse ultra rapide. Je l'ai mentionné précédemment. L'UQO, c'est des créations d'emplois, des bonnes jobs et on investit dans l'avenir. C'est nos jeunes. Parfait. M. Sarrazin, je vous remercie beaucoup. Terminez la marche, M. Primo. Oui, bonjour. Justement, on parlait du programme, le rapport de l'Alliance pour la cause de l'enseignement supérieur en Outaouais. Là, c'est court. M. Iraka, je suis surpris qu'il parle de ce programme-là. Dans l'année et demie qui a été dans son terme, il y a eu des réunions, il n'a jamais été présent. Le député local n'a jamais été présent à ces réunions-là, justement pour parler de l'enseignement supérieur. On a parlé de l'agrandissement du centre de formation professionnelle. M. Iraka en a fait une annonce aujourd'hui, encore, c'est une autre annonce recyclée, parce que la demande d'agrandissement a été faite en 2011, alors qu'il était à la commission scolaire. Et donc, il n'a pas livré la marchandise quand il était à la commission scolaire. Là, comme député, il n'a pas livré la marchandise encore une fois. Là, il l'annonce aujourd'hui, qu'il dit qu'il va travailler pour l'agrandissement du centre de formation professionnelle, alors qu'on sait très bien que les décisions pour les projets vont être rendues au mois de mai. Comment peut-il l'annoncer aujourd'hui alors qu'on ne sait pas la décision? Merci. M. Iraka, vous débutez les face-à-face l'éducation. 30 secondes, le candidat de votre choix. Alors, pas de question pour M. Primo. Alors que toutes les statistiques le prouvent, le sport a un effet direct sur la rétention des élèves, surtout chez les jeunes garçons. Il y a un projet ici qui a monopolisé toute la communauté. L'Ange Gardien, la Ville de Gatineau, l'Association de soccer, l'Association de football, l'écoute de football. Il y a des terrains qui ont été annoncés, des terrains synthétiques de sport qui ont été annoncés dans plusieurs comtés péquistes au Québec. Et malheureusement, ici, ça a été abandonné. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi? Le dossier a probablement été mal déposé, puisque si ailleurs il y en a eu, vous savez très bien, vous êtes député. C'est à vous qu'il faut poser la question, M. Iraka. Vous êtes député, vous n'avez pas été capable de livrer la marchandise. C'est ça qu'il faut dire aux gens. Vous êtes le député en place, vous me demandez pourquoi le terrain synthétique n'a pas été autorisé. Probablement la même raison que votre centre de formation professionnelle, que si le dossier n'a pas été suivi par le député local, parce que c'est le rôle du député, justement, d'aller au ministère et d'apporter les dossiers, puis s'assurer que les dossiers sont présentés. M. Iraka, c'est vous qui êtes le député local et vous n'avez pas réussi à faire accepter les dossiers au gouvernement et vous accusez le parti au pouvoir. Parfait, M. Primo. Vous avez 30 secondes pour relancer M. Iraka sur une question. Bien, justement, quand on parle, je suis entièrement d'accord, quand on a parlé du décrochage scolaire, le gouvernement a annoncé une politique pour contrer le décrochage scolaire, et vous arrivez, vous comme député, vous déposez des projets qui sont nobles, certains, il n'y a personne qui est contre le terrain synthétique, je suis entièrement d'accord, mais je veux dire, vous avez déposé le projet, M. Iraka, mais vous n'avez pas suivi le dossier. Il n'a pas été accepté. Là, vous l'avez annoncé aujourd'hui, alors que la décision va sortir au mois de mai pour savoir si c'est accepté. Comment vous pouvez... Est-ce que vous êtes devin? Lisez-vous le... Beaucoup, M. Iraka, une minute. Primo, c'est le Parti québécois qui était au pouvoir dans les 18 derniers mois. Il y a eu une pétition de 2500 noms ici à Buckingham. Le dossier a été très bien ficelé. Je l'ai suivi, j'ai participé à toutes les rencontres. Malheureusement, on a eu une lettre de non-recevoir
du parti en place et du gouvernement en place, pas parce que le dossier n'était pas bien monté, c'est parce qu'il y avait un manque de volonté politique du gouvernement en place et de récompenser les comtés, malheureusement, du Parti québécois. Comme Mme Marois l'a dit en Gaspésie, ceux qui ont voté du bon bord, malheureusement, c'est un petit peu rétrograde et ça fait penser, malheureusement, au temps de Duplessis. Alors, c'est dommage d'en arriver là. Pour l'instant, il y a des jeunes qui payent pour et qui jouent sur un terrain de soccer et de football désuet. Alors, évidemment, moi, je m'engage à faire en sorte que le terrain soit là lors d'un prochain gouvernement. Merci, M. Iraca. Deuxième face-à-face dans l'éducation, M. Beauchamp. La question va être encore M. Iraca. M. Iraca, devenant que votre parti remporte l'élection, est-ce que vous avez l'intention de repartir le débat sur la hausse des frais de scolarité au risque de déclencher une grève étudiante? Et ma question aussi, un deuxième volet. J'aimerais connaître votre opinion, c'est à savoir si vous êtes d'accord avec la hausse perpétuelle proposée par le PQ via l'indexation des frais de scolarité au coût de la vie. Alors, pour la hausse des frais de scolarité, je vais vous répondre tout de suite. Ça a été débattu en Conseil général du Parti libéral à l'automne et ce qui a été décidé, c'est l'indexation, ni plus ni moins. Alors, je ne peux pas être plus clair que ça. On y va avec l'indexation. Et ce qui est arrivé dans ce dossier-là, autant le Parti québécois que le Parti libéral ont fait en sorte, pour probablement des gains politiques, je vais être bien transparent et honnête avec vous, a gelé les frais de scolarité pendant plusieurs années. On s'est retrouvé en bout de piste à faire en sorte qu'il y ait des augmentations qui soient trop hautes. Ce qui aurait dû être fait, et là, autant des deux partis là, qui se sont échangés, c'est des indexations au coût de la vie pour ne pas arriver à la fin à une mauvaise surprise au niveau de l'augmentation. Là, je ne sais pas si vous faisiez référence aux taxes scolaires que le Parti québécois a mis en place, j'ai moins saisi la deuxième partie de la question. De toute façon, le temps est écoulé pour la réponse. Vous avez 30 secondes pour relancer M. Beauchamp. Alors, toujours dans un Québec indépendant, quelle serait l'amélioration au niveau de l'éducation pour le Québec dans un Québec indépendant? Je peux commencer par dire que chez Option nationale, on propose la gratuité scolaire balisée. Le mot balisé est très important. Balisé, ce que ça veut dire, c'est que la gratuité scolaire s'appliquerait à des étudiants qui suivent un corpus normal, c'est-à-dire qu'il n'est pas question de faire 3 bacs ou de lâcher des cours ou de couler des cours. Donc, pour les étudiants qui ont un corpus normal, gratuité scolaire, il y a des pays qui le font dans le monde, la Norvège et la Suède, par exemple, qui ont probablement les meilleurs systèmes d'éducation au monde. Et eux, ce qu'ils ont réalisé, c'est que la gratuité scolaire, c'est payant. Donc, à long terme, puisque les gens, il y a un meilleur accès au niveau de l'éducation, les gens vont plus longtemps à l'école, les gens ont des meilleurs salaires et les impôts qui découlent des meilleurs salaires sont au-dessus des frais de scolarité. Excellent, je vous remercie. M. Sarrazin, c'est votre tour, le candidat de votre choix en 30 secondes. Je vais adresser ma question à M. Beauchamp. Comme on a vu, là, face au sous-développement de l'UQO, on a vu 66 programmes de moins qu'à Chicoutimi, 85 de moins qu'à Trois-Rivières, des villes plus petites. Les deux partis, on peut dire, qui ont échoué. Peut-être que vous êtes un jeune homme encore aux études, je crois, avez des solutions face à ça? Je pense que les trois vont être intéressés à connaître vos... Oui, il y a clairement... Allez-y. Je peux clairement dire qu'il y a un manque d'offres de services de cours et de programmes ici en Outaouais. C'est une des plus grosses villes, Gatineau par exemple, c'est l'une des plus grosses villes au Québec. C'est pas normal qu'on ait moins d'offres de services que certaines plus petites villes dans le Québec. Moi-même, je suis un produit de la situation au niveau de l'éducation en Outaouais. J'ai traversé la rivière pour aller faire mes études. La raison est fort simple. Je suis allé du côté de l'Université d'Ottawa puisque les programmes de bourse étaient très généreuses. Donc, ça me coûtait beaucoup moins cher aller faire mes études à l'Université d'Ottawa. Encore une fois, la gratuité scolaire. S'il y avait eu la gratuité scolaire au Québec, je n'aurais pas traversé la rivière, je serais resté de ce côté ici. Et je suis sûr que plusieurs étudiants, il y aurait une très forte retention des étudiants de l'Outaouais de ce côté de la rivière si on avait la gratuité scolaire. Merci, M. Beauchamp. Vous avez 30 secondes pour relancer M. Sarrazin. Oui, j'aimerais savoir, M. Sarrazin, c'est quoi votre position par rapport à la gratuité scolaire? Comme j'ai mentionné, c'est quelque chose que le Québec aura gagné à faire. Comme j'ai expliqué, les impôts qui en découlent, des meilleurs salaires, est plus élevé que les frais de scolarité. C'est un investissement. Je pense que le meilleur investissement qu'on peut faire en tant que société, c'est dans l'éducation. J'aimerais savoir votre point de vue là-dessus. Québec solidaire a une position claire. Gratuité scolaire. Tu l'as mentionné, je te dis-tu, là, mais je vais revenir au vous. Vous l'avez mentionné, c'est un investissement.
les universités, il faut le voir comme un investissement, et j'ai suivi un petit peu les journaux. Les deux parties les voient comme des dépenses. C'est un investissement. C'est notre jeunesse, c'est nos futurs travailleurs, c'est nos futurs décideurs et décideuses. Donc, c'est comme ça qu'il faut le voir. C'est pour ça que Québec solidaire est entièrement d'accord avec la gratuité scolaire et déplore d'autant plus que le Parti québécois n'a pas respecté ses promesses lors des dernières élections, c'est-à-dire le gel. Il fallait le faire, hein? Mme Marois a gagné ses élections peut-être là-dessus. Mais après les élections gagnées, on revient avec une hausse. Il faut vraiment le faire, hein? Merci, M. Sarrazin. M. Primo, 30 secondes pour le candidat de votre choix. Monsieur, il faut que je revienne à M. Iraka parce que, je veux dire, vous avez, là, vous dites les frais de scolarité, vous n'avez pas l'intention. Écoutez, on sait que vous avez été le parti qui a augmenté les frais de scolarité en fou. En fou, là, on va appeler ça de la façon. Nous, au Parti québécois, on les a annulés. On a annulé les frais de scolarité. Puis moi, je n'ai pas confiance que si vous êtes élu, que vous n'augmenterez pas les frais de scolarité. Oui, il y a eu des indexations, mais on a quand même on a quand même annulé les hausses de 82 %. Pouvez-vous garantir aux gens que vous ne partirez pas en peur sur les frais de scolarité? M. Racah, 1 minute pour la réponse, s'il vous plaît. Alors, première des choses, le gouvernement du Parti québécois n'a pas annulé les frais de scolarité. Là. Les frais de scolarité, je vous le dis, j'espère que je ne vous fais pas une annonce à tout le monde, là, ils sont toujours là. Ça coûte de l'argent aller à l'université. Il y a des frais. OK. Alors, le Parti québécois a indexé les frais de scolarité, donc M. Sarrazin a raison. Il y a eu augmentation des frais de scolarité. Et tantôt, ce que j'ai dit, autant le Parti québécois que le Parti libéral auraient dû, dans le passé, indexer beaucoup plus tôt les frais de scolarité. Il y aurait eu une moins mauvaise surprise à la fin. Alors, ce que je dis, nous, c'est qu'on s'est engagé, c'est adopté par résolution au dernier conseil du Parti libéral, c'est qu'on y va avec l'indexation du coût de la vie. Malheureusement, ce que le Parti québécois a fait, et je pense que les étudiants sont au courant, ils le savent très bien, il y a eu indexation des frais et non seulement ça, une baisse des crédits d'impôt pour les étudiants qui font qu'en bout de piste, ils paient plus qu'avant. Vous avez 30 secondes pour relancer M. Primo sur l'éducation. Alors, pensez-vous, M. Primo, qu'avec la hausse des taxes scolaires que le Parti québécois a imposée, qu'il y a eu des impacts majeurs, surtout ici à l'Ange-Gardien, il y a des gens qui ont été haussés d'à peu près 50 % de leurs taxes scolaires, que les élèves ont plus de services maintenant? Vous savez très bien que le gouvernement a demandé aux commissions scolaires de rembourser une partie des taxes, des augmentations de taxes scolaires, parce que ça n'avait aucun sens. Et en plus, on a lancé plusieurs programmes d'offres de services. Tantôt, il y avait une question d'offres de services, de cours à l'université. On a mis plusieurs. Il ne faut pas oublier qu'on a mis la faculté de médecine qui s'en vient, qu'il y aura beaucoup d'autres domaines qui seront rattachés en médecine, d'offres de services qui sera données à l'UQO. Excellent, M. Primo. Je vous remercie beaucoup. C'est ce qui met fin au premier bloc. On fait une courte pause. On vous revient tout de suite après. Je m'appelle Zachary, je suis amputé à la jambe gauche. Ça, c'est ici, c'est fait pourquoi? Ça, c'est de la fibre de carbone. J'étais super contente d'avoir ma nouvelle prothèse. En plus, avec un pied spécial. Ma nouvelle prothèse, elle tourne mieux, puis ça va beaucoup mieux. Là, je me dis, ouais, je suis capable. J'aime déjà jouer au hockey, puis j'aime jouer avec mes amis, fait que les deux ensemble, c'est super amusant. L'association des aptitudes, ça m'aide beaucoup. Bienvenue à ce débat 2014 pour la circonscription de Papineau. Je vous rappelle que ce soir, M. Primo, M. Sarrazin, M. Iraka et M. Beauchamp débattent de sujets divers. Le candidat pour la Coalition Avenir Québec, M. Langelier, a décliné notre invitation. C'est maintenant l'heure du troisième bloc, le troisième sujet, soit l'économie.
Le parc industriel régional de Papineau, à Tourceau et celui de l'Ange-Gardien sont certainement des endroits qui sont appelés à se développer au cours des prochaines années. De son côté, Fortress tente de se positionner sur le marché de la rayonne. D'autre part, les retraités de papier-maçon attendent toujours le versement de leur rente. Ainsi, dans un contexte où la population est vieillissante et où les jeunes quittent fréquemment vers la ville pour se rapprocher de leur travail, comment pensez-vous être en mesure de stimuler la création d'emplois sur le territoire de Papineau? Merci beaucoup, Jessie. Donc, pour ouvrir le débat sur la question, en une minute, M. Sarrazin, votre réponse. Merci. D'abord, on veut miser, nous, sur une économie verte, parce qu'on pense que économie et environnement, ça va de pair. Pour ça, on veut développer, entre autres, tout un système de transport collectif. Le Rapibus, il faut l'emmener ici, à Buckingham, et rapidement. Il faut même l'emmener plus loin. Québec solidaire, ça dit qu'il faut aller même jusqu'à Papineauville. Et, éventuellement, il faudrait électrifier aussi nos transports, en lien toujours avec l'environnement, et c'est de la création d'emplois. Québec solidaire a des budgets prévus pour ça. Je ne peux passer outre le fait que le salaire minimum doit être augmenté. C'est inconcevable que quelqu'un travaille 40 heures semaine, soit sous le seuil de la pauvreté. En 2014, Québec solidaire va faire passer le salaire minimum de 11 à 11,72 $. Maintenant, on parle de développer aussi un parc industriel, mais nous, on veut développer un éco-parc avec des entreprises socialement responsables. Excellent. La minute est passée. M. Beauchamp, une minute, s'il vous plaît. Donc, encore une fois, nous, ce qu'on aime dire à l'Option nationale, c'est que la question de l'économie, elle est intimement liée à la question de l'indépendance. Je m'explique. Souvent, tout l'argent qui est dépensé par Ottawa, donc l'argent dans les coffres d'Ottawa, il y a 20 qui en appartient au Québec. Quand, par exemple, le fédéral décide d'investir plusieurs dizaines de milliards de dollars dans les sables bitumineux, il y a 20 de cet argent-là qui provient du Québec. Quand le fédéral décide d'investir des milliards de dollars dans l'industrie automobile dans le sud de l'Ontario, à la place d'investir dans la foresterie au Québec, un secteur qui est en difficulté, il y a 20 de l'argent qui vient des Québécois. Donc nous, ce qu'on dit, si on rapatrie tout cet argent-là, on va être plus en mesure de faire des choix selon nos valeurs, selon nos choix de société, donc c'est-à-dire investir dans la foresterie, dans l'énergie verte, dans l'énergie renouvelable, dans l'électrification des transports collectifs et individuels. Merci. Beaucoup, M. Beauchamp, M. Iraca. Alors, il y a quelque chose de merveilleux qui s'est passé dans le comté de Papineau. Les deux endroits pour les parcs industriels à Tourceau, il y a 24 municipalités qui se sont entendues ensemble. Les silos ont baissé et ils ont convenu d'un endroit spécifique pour la petite nation. Ce qui est merveilleux, ça va avoir un impact majeur ici dans le comté et celui de l'Ange-Gardien également. Mais il faut surtout donner de l'oxygène aux petites PME, simplifier les demandes pour ceux qui veulent se partir une entreprise. Et la première chose, il faut surtout partir de la base. Nous, on a l'intention de créer ou d'instaurer un cours d'entrepreneurship dès le secondaire. Parce que beaucoup de jeunes sortent de l'école avec d'excellentes idées, mais ils trouvent que c'est une montagne de partir leur PME avec leur idée parce qu'ils ne savent pas comment faire. Il faut partir des jeunes. On a le taux de création de PME le plus bas au Canada, c'est pas normal. On a des jeunes avec plein de belles idées. Il faut partir de la base. Je vous remercie, M. Iraca. M. Primo, en une minute. Oui. En économie, justement, la première année du Parti québécois, le gouvernement du Parti québécois, il s'est créé 47 800 emplois au Québec. Donc, déjà là, c'est un départ. Maintenant, si on parle localement, une des forces de la région, c'est le tourisme. On a dans le programme, justement, d'installer un circuit touristique qui s'appelle la route vers les chemins de l'eau, qui serait pour aider, justement, les gens sur la 148, depuis l'ouverture de la 50, la circulation et les affaires ont baissé sur la 148. Donc, c'est de quoi pour amener, justement. Il faut aller avec une politique d'achat local. Ça, oui, j'en ai déjà parlé, mais il faut revenir avec ça. Et on a aussi dans l'électrification des transports en commun. Ensuite de ça, on parle le long de la 50 et le long des routes, justement, d'avoir installé des bornes de recharge pour les automobiles, donc pour avoir un système plus vert encore, justement. Et le gouvernement du Parti québécois a aussi installé une politique pour attirer des investisseurs
avec les surplus d'électricité. On a beaucoup de richesses, là. Il faut s'en servir. C'est bien Merci. parfait. C'est maintenant l'heure du face-à-face. Je vous rappelle que vous avez 30 secondes pour interroger le candidat de votre choix. Celui-ci a 1 minute pour répondre et peut vous relancer la question en 30 secondes. Et vous avez 1 minute de réponse. Pour débuter le face-à-face, l'économie, M. Sarrazin. C'est ma question, M. Primo. Je pense que Mme Laflamme, vous avez mentionné tantôt la situation des retraités et travailleurs des usines papier-maçon et papier Fraser. On sait qu'il y a 1000 travailleurs qui ont été coupés au niveau des retraites. Comment avez-vous pu laisser faire ça, M. Primo, vous qui êtes un syndicaliste dans le domaine du papier en plus? C'est justement, c'est les lois. On a vu que c'est les lois sur la faillite qui sont des lois de juridiction fédérale, mais c'est les lois sur la faillite qui ont amené ce système-là. Donc, les compagnies sont vendues, ont vendu leur entreprise entre parents, entre compagnies apparentées qu'on appelle, et à ce moment-là, la loi sur les régimes ne couvrait pas les régimes de retraite. Ça, c'est un vol. C'est un vol pur et simple. Il faut justement renforcer les lois pour que lorsqu'il y aura une faillite, que les travailleurs deviennent des créanciers privilégiés pour justement sauver les fonds de pension. On a vu la situation et dans d'autres situations, on a réussi, si on regarde au produit résolu, il a réussi à garder le fonds de pension, mais il faut travailler fort, puis Mme Maltais a travaillé fort dans ça pour justement préserver les fonds de pension. Merci, M. Primo. Vous avez 30 secondes pour questionner M. Sarrazin. Moi, je veux savoir, vous parliez tantôt en économie, vous avez une politique, vous parliez de verre, vous n'avez pas parlé du transport, de l'électrification des transports et les haltes routières, les bornes de recharge. Ça, il faut que ça soit fait et rapidement. Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire là-dessus? Vous aviez 1 an et demi, si je reviens aux travailleurs de papier, vous avez 1 an et demi pour la passer, la loi, vous ne l'avez pas fait. Mais revenons à la question principale. Oui, Québec solidaire a des plans, puis je dirais probablement les plus avancés dans l'ensemble des partis pour l'électrification des transports. C'est des emplois qui vont être créés d'ici jusqu'à 2020. On parle d'au moins une dizaine de mille emplois. Et les bornes, oui, d'accord avec ça, sans problème. Ce que j'ajouterais pour les relais routiers, il faut aussi favoriser l'achat local, pas avoir uniquement des Tim Hortons, là. Donc ça, Québec solidaire sera extrêmement sensible au fait que ça prend soit des agriculteurs ou des producteurs locaux qui puissent faire valoir leurs produits et ainsi favoriser le développement économique. C'est comme ça qu'on construit, pas nécessairement toujours dans des énormes projets, mais à travers des petits projets locaux. M. Sarrazin, c'est parfait. Deuxième face-à-face. M. Primo, 30 secondes pour le candidat de votre choix. Excusez, là, je suis... Il n'y a pas de problème. Bien, j'ai parlé de politique d'achat local. J'ai parlé de politique d'achat local et c'est important, on l'a mentionné. La politique d'agroalimentaire, la relève, les jeunes en agroalimentaire, on l'a mentionné aussi. Oui. Sarrazin, 1 minute de réplique. Mais moi, je pense qu'il faut, quand on parle d'économie, moi, je ne veux pas qu'on laisse tomber l'économie sociale. L'économie sociale, c'est des organismes communautaires qui donnent des services importants en maintien à domicile, entre autres, aux personnes aînées. Et ça crée de l'emploi aussi au niveau local, mais on ne met pas assez l'accent. Québec solidaire a 362 millions dans l'ensemble du Québec pour les organismes communautaires, entre autres en économie sociale. Est-ce que vous avez une autre question pour M. Primo? Vous avez le droit à 30 secondes de réplique. La question que je poserais à M. Primo, c'est est-ce que, sur le plan économique, est-ce que vous trouvez que ce qui se passe actuellement entre le Parti libéral et le Parti québécois, M. Couillard, les paradis fiscaux, Mme Marois qui refuse de donner publiquement ses revenus et des ententes avec son mari, tout ça avec le Fonds de solidarité de la FTQ, comment vous voyez ça, ces situations-là? Il y a un commissaire à l'éthique à l'Assemblée nationale. Tous les députés, lorsqu'ils sont arrivés, quand ils arrivent au pouvoir, doivent faire une déclaration
sur leurs avoirs et leurs conjoints aussi. Je pense qu'il faut arrêter aussi d'aller dans la démagogie, puis là, présentement, on est dans le voyeurisme. De savoir les fortunes personnelles de chacun, pour moi, c'est pas ça qui est important. Oui, c'est important de voir, par contre, que le chef du Parti libéral, qui veut devenir premier ministre du Québec, de savoir qu'il y a eu de l'argent dans des comptes, dans des paradis fiscaux, ça, c'est scandaleux. Parce que, n'oubliez pas que Mme Marois et son conjoint ont déposé auprès du commissaire à l'éthique à l'Assemblée nationale tous leurs avoirs, et ça a tout été autorisé par le commissaire à l'éthique. Et quand on parle d'intégrité, ça, on repassera pour les libéraux, mais nous, on est entièrement à l'aise avec ça, et je suis contre qu'on sorte publiquement là, les fortunes personnelles des gens. La minute est terminée. Donc, pour revenir sur le débat de l'économie, M. Beauchamp, vous avez 30 secondes, le candidat de votre choix. Je vais encore adresser ma question à M. Racah, c'est la dernière fois, je vous promets. M. Racah, pendant la campagne, on a abondamment entendu par les candidats du Parti libéral, dire que l'économie, c'est une priorité. Donc, vous dites parler des vraies affaires, vous dites que vous allez vous occuper de l'économie, même que votre formation est quelque sorte championne de l'économie. C'est ce que les candidats libéraux disent. Pouvez-vous me dire alors comment ça se fait que votre parti, lors des 10 années du règne libéral de Jean Charest, est responsable plus ou moins du tiers de la dette du Québec, la dette qui est passée de 133 milliards en 2003 à 192 milliards en 2012. On parle aussi de la dette nette. 30 secondes est terminée. M. Racah, une minute. Tout le monde était en récession. Raymond Bachand a fait un job extraordinaire. On s'en est le mieux sorti à travers le monde. Dans le reste du Canada, ils se perdaient des jobs. Nous, on en créait. On a investi dans les infrastructures et ça a fait en sorte que les gens ont pu garder leur emploi. On a pu se sortir de la crise économique au-dessus de l'eau, la tête au-dessus de l'eau. Et il y a des familles qui ont réussi à passer au travers, puis il n'y a pas de maison qui s'est perdue. Donc, vous direz que le Parti libéral, là, si on a des fleurs à se donner, je vais le donner vraiment là-dessus au niveau économique. Lors du règne de M. Bachand, à titre de ministre des Finances, il a budgété de manière très serrée et fait en sorte que le Québec s'en sorte très convenablement. Malheureusement, ce qui se passe actuellement, depuis 18 mois, c'est que pendant qu'il se crée 2 jobs en Ontario, il s'en perd une ici au Québec et on a un budget déficitaire de 2,5 milliards. Je vous remercie, M. Racah. Vous avez 30 secondes pour questionner M. Beauchamp. Alors, M. Beauchamp, je comprends, puis je reviens toujours à la même chose là, par rapport à votre parti, parce que je pense que c'est votre prémisse de base concernant l'indépendance. Au niveau économique, un pays indépendant deviendrait plus fort rapidement, à court, moyen ou long terme? Oui, juste avant de répondre à votre question, je viens juste rappeler aux gens qu'on parle aussi d'une augmentation de la dette de 60 milliards de dollars. C'est quand même énorme en 9 ans, sans compter aussi les pertes de 40 milliards de la Caisse de dépôt et placement du Québec qui est suivie pendant le règne de 10 ans de Jean Charest. Par rapport à l'économie d'un Québec souverain, il y a un excellent livre qui est sorti récemment, ça s'appelle « Un gouvernement de trop » de Stéphane Gobeil. M. Gobeil décortique les comptes publics du Canada de 2010 et il démontre qu'après une année, après la première année d'un Québec-pays, un Québec-pays générait environ 2,2 $ de surplus. Donc, si on compte la dette qui est environ de 2 milliards, 2,5 milliards, on aurait pratiquement, le déficit présentement qui est environ de 2,5 milliards de dollars, on n'aurait pratiquement pas de déficit présentement dans un Québec-pays. Dernier débat pour le face-à-face. M. Racah, 30 secondes avec le candidat de votre choix. Alors, je vais poser la question à M. Sarrazin. Comment comptez-vous stimuler l'économie sociale? Parce que vous parlez souvent de créer plusieurs emplois, mais à même les coffres de l'État. Pensez-vous pas qu'il y a un essoufflement que l'État peut avoir dans ses coffres par rapport à des grands projets majeurs? Par exemple, vous parliez tantôt du Rapibus jusqu'à Papineauville. Ben ça, c'est l'État qui paye ça. Où prenez-vous l'argent? Je pense qu'il faut aller chercher l'argent où elle est, c'est-à-dire dans ceux qui l'ont dans leur poche. La grande entreprise, entre autres, c'est le Québec et celui qui impose le moins la grande entreprise. Et aussi, on se souvient que antérieurement, il y avait des échelons au niveau des impôts des particuliers. On a rapetissé ça. Il faut ramener des échelons
pour les personnes, les très hauts salariés, puissent payer leur part d'impôt. Et je dirais aussi, Pharma-Québec, qui est une solution que Amir Kadir a mentionné souvent, on va chercher 1,5 milliard si on fait comme l'Ontario et 2,3 si on fait comme la Nouvelle-Zélande. Ça, c'est quelques exemples. Je ne vous parlerai pas des paradis fiscaux. On va peut-être avoir le temps d'en parler tantôt. Sarrazin, 30 secondes pour questionner M. Racah. La question, je vais y aller avec les paradis fiscaux. Comment expliquez-vous le fait que votre chef, M. Couillard, qui travaille en Arabie Saoudite pendant un certain nombre d'années, place l'argent à Jersey, paradis fiscal? Moi, je connais quelqu'un, un ingénieur qui a travaillé en Arabie Saoudite, pas placer son argent dans les paradis fiscaux. C'est quoi votre réaction face à ça? Première des choses, il faut clarifier que ce soit très clair pour tout le monde. M. Couillard, tout ce qui a été fait de manière légale et il a même été le premier à dire « Je mets mes livres ouverts, venez me voir, regardez ce que j'ai ». Et les autres chefs, on attend toujours. Je pense que Mme David a accepté le défi d'ouvrir ses livres. On attend toujours la réponse des autres chefs de parti qui, eux, ne veulent pas. Alors, Mme Marois, M. Blanchette, on ne sait pas ce qu'ils ont. Alors, ce qu'ils en ont des paradis fiscaux, on ne le sait pas. M. Couillard a habité dans un autre pays. Je connais plusieurs personnes qui ont habité pendant plusieurs années dans d'autres pays et se sont conformés aux règles de vie du pays où ils sont. C'est ce qu'il a fait et a investi et s'est assuré de mettre son argent, même s'il était à l'extérieur dans une banque canadienne. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'une fois qu'il est rentré au Canada, qu'il est revenu au Canada, il a déclaré tous ses revenus et payé les impôts par rapport à ces revenus-là. C'est ce qui conclut l'économie. Merci, messieurs. C'est maintenant le temps du thème des grands enjeux. Parmi les grands enjeux qui pourront influencer les électeurs dans l'isoloir, on retrouve encore bien sûr la question constitutionnelle, celle de l'encadrement des accommodements raisonnables et de la laïcité des institutions, et sans oublier les problèmes de transport en commun et de financement des organismes communautaires. Que proposez-vous aux citoyens de Papineau par rapport à ces dossiers? Merci beaucoup, François. Pour débuter la question, M. Racah. Alors, les financements des organismes communautaires, c'est excessivement important. Il faut les soutenir et les soutenir davantage. Je vais vous donner un exemple. Je pourrais vous en nommer plein. J'ai rencontré plusieurs organismes communautaires dans le comté de Papineau, Alpha Papineau. Chaque personne, c'est des gens analphabètes, chaque personne qui sort de l'analphabète peut avoir l'espoir de trouver du travail et sortir de l'engrenage de l'aide sociale. Alors, on peut calculer assez facilement combien coûte une personne sur l'aide sociale toute sa vie. C'est beaucoup d'argent. L'économie sociale est excessivement importante. Les organismes communautaires jouent un rôle économique. C'est un moteur économique très, 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 très important. Évidemment, il faut développer le transport en commun. Le Rapibus, mon chef est venu dans l'Outaouais, on l'a déjà dit, il faut l'amener davantage vers l'est. Alors, on y va par étapes. Je suis un étapiste. La prochaine étape, c'est le boulevard Lorrain, mais idéalement, il faudrait qu'il vienne jusqu'à Buckingham graduellement. Merci beaucoup, M. Racah. Ce qui conclut la minute, M. Sarrazin. Concernant la laïcité que vous avez mentionnée dès le début, Québec solidaire a une position là-dessus assez claire, c'est-à-dire qu'on est pour un système public et laïque aussi. Maintenant, on trouve que le Parti québécois a renfoncé le clou un peu trop vite puis un peu trop loin. On pense qu'il y a moyen de négocier des choses. On est d'accord avec en majeure partie de la charte, mais il y a une partie vraiment sur laquelle il va falloir négocier et non pas imposer. Concernant le transport, bien peut-être un autre petit bout à faire, c'est-à-dire que c'est beau le Rapibus, transport en commun, mais il faut penser aussi au transport intramunicipal, qui a un rôle primordial à jouer au niveau de l'éducation et au niveau de l'emploi aussi. Nos jeunes, il faut qu'ils puissent se déplacer, même s'ils n'ont pas les moyens de s'acheter une voiture. Donc, le transport intramunicipal, ça va être une priorité pour Québec solidaire dans le comté de Papineau. Excellent. Je vous remercie, M. Sarrazin. Pardon, M. Beauchamp. Donc, grands enjeux, évidemment, on ne peut pas se le cacher, grands enjeux,
Ça veut nécessairement dire question nationale. Donc, nous, chez Option nationale, on sait que l'indépendance, c'est bénéfique, tant au niveau culturel qu'au niveau économique. Souvent, les adversaires de l'indépendance ont tendance à dire et à marteler que des arguments de peur économique non fondés. Tantôt, je vous ai parlé d'un livre, je l'ai ici avec moi. Donc, j'invite les gens à lire ce livre-là, Un gouvernement de trop de Stéphane Gobeil. Comme je disais tantôt, l'auteur décortique les comptes publics du Canada 2010. Ça démontre clairement, c'est chiffré. Donc, ça se tient debout. Donc, on a les moyens d'être indépendants, il faut se les donner. Et même le chef du Parti libéral, cette semaine, a même mentionné dans les médias que le Québec avait tout ce qu'il fallait pour être indépendant et qu'un Québec pays était viable économiquement. C'est pas plus dire. Merci beaucoup, M. Beauchamp. M. Primo. Bon, on a annoncé, nous, en premier lieu, la charte de la laïcité, on l'a mentionné. Monsieur, je suis fier de savoir que Québec solidaire appuie la charte pour affirmer la neutralité religieuse de l'État. Pour l'égalité homme-femme, le Parti québécois a eu le courage de parler de ça. Ensuite, l'éthique. Ça, je pense que là-dessus, on n'a pas peur de parler d'éthique. On pourra avoir des bonnes discussions là-dessus. Aussi, en environnement, le gouvernement du Parti québécois nous a sortis du nucléaire. On a mis fin à l'amiante. On travaille sur la question d'électrification des transports et on parle aussi de la réduire notre dépendance au pétrole. Et ensuite, la souveraineté, on ne se cache pas. On l'a dit, au Parti québécois, on va déposer un livre blanc sur la souveraineté et il y aura un référendum au moment où jugé opportun, où on sera assuré de gagner ce référendum-là. Je vous remercie, M. Primo. Donc, M. Beauchamp, le premier face-à-face. M. Primo, vous venez de le mentionner, et j'ai remarqué dans les médias, votre parti martèle depuis le début de la campagne qu'il n'y aurait pas de référendum dans le prochain mandat du Parti québécois et qu'il faut attendre que les Québécois soient prêts avant d'aborder la question. Vous-même, vous n'avez pas abordé le sujet lors du débat à Radio-Canada. Et je me demande comment un parti qui se dit être le vaisseau amiral du mouvement indépendantiste peut-il aspirer à faire du Québec un pays s'il évacue totalement de son discours la référence à l'indépendance par peur de ne pas se faire élire? Ce n'est pas le cas du tout. On a mentionné qu'on déposerait un livre blanc et on a dit qu'un référendum, on n'a pas mis de date, mais on a dit qu'il y aura un référendum quand on va être persuadé de le gagner parce que, écoutez, j'ai les années qui sont là pour l'expérience et j'ai vécu 2 référendums, je ne veux pas perdant. Le prochain, je veux être sûr quand on va le faire, on va le gagner. Donc, ça fait partie du programme du Parti québécois. On l'a mentionné qu'on va déposer un livre blanc et ensuite de ça, on ira en référendum quand la population sera prête à y aller. Merci, M. Primo. Vous avez 30 secondes pour relancer M. Beauchamp. M. Beauchamp, vous accusez le Parti québécois. Vous en avez fait partie pendant longtemps. Comment expliquer que votre seul adversaire, c'est toujours le Parti québécois? Vous ne regardez jamais du côté du Parti libéral, alors que c'est eux autres qui sont l'adversaire. M. Beauchamp. Je trouve ça drôle qu'on m'accuse de ne pas regarder le Parti libéral alors que j'ai posé mes 3 questions à M. Iraka ce soir. Je pense que je l'ai assez regardé ce soir. M. Primo, pour être persuadé de gagner un référendum, il faut faire de la pédagogie souverainiste. Il faut expliquer au peuple en quoi c'est bon, en quoi ça peut être bénéfique pour la population. Vous avez complètement délaissé en tant que parti la pédagogie de l'indépendance depuis 19 ans. Là, vous attendez les conditions gagnantes. Vous pensez que les Québécois, du jour au lendemain, vont devenir indépendantistes. Vous croyez que ça va tomber du ciel. Il faut l'expliquer aux gens. Il ne faut pas avoir peur de l'expliquer. Il faut l'expliquer de façon claire et de façon décomplexée. Je vous remercie beaucoup. Le deuxième face-à-face, M. Sarrazin. Bon, question à M. Iraka concernant la laïcité. La position de votre parti face à la laïcité a changé à multiples occasions, on l'a vu, mais à ma connaissance, c'est pas encore clair. Il n'y a pas de position claire. Est-ce que vous pouvez nous aider un petit peu à comprendre la position de votre parti là-dessus? Ou? Ça va me faire plaisir, M. Sarrazin. Alors, notre position pour nous, elle est très claire. Ce qu'on dit, c'est que les fonctionnaires qui travaillent au gouvernement doivent travailler à visage découvert. On doit voir le visage, 2 raisons. Identification, sécurité. Alors, on doit savoir à qui on s'adresse lorsqu'on se présente au gouvernement. Pour le reste, écoutez, là-dessus, cette partie-là de la Charte, on est d'accord. Là où on n'est pas d'accord, c'est est-ce qu'on va se faire, nous, au Québec, une lobotomie collective en oubliant nos 400 ans d'histoire? Une personne qui porte une croix dans le cou, le médecin qui a une kippa, moi, il ne me dérange pas, M. Sarrazin, à l'hôpital.
C'est pas vrai aussi qu'on va changer le nom des organismes publics et parapublics. L'hôpital Sainte-Justine, elle s'appelle Sainte-Justine. Ça fait partie de notre histoire. L'aumônier qui va à l'hôpital rencontrer des gens qui s'en vont en haut, puis que ça se peut que quelqu'un, ça a eu le temps de parler à un aumônier, il va pouvoir continuer à y aller. Il va pouvoir continuer à aussi aller dans les détentions. Ça fait partie de notre histoire au Québec. Il ne faut pas mettre ça tout seul à la poubelle. Merci, M. Racah. Vous avez 30 secondes pour poser une question à M. Sarrazin. Alors, M. Sarrazin, vous parliez tantôt de l'identité québécoise à l'autre débat, où vous disiez que vous feriez la séparation du Québec. Qu'est-ce qui vous distingue de tous les autres partis? Parce que le Parti québécois veut faire la séparation du Québec, Option nationale veut se séparer du Québec, la CAQ veut même faire la séparation à plus long terme. Vous, quel est votre plan de match? Je vais vous le répéter. Vous l'avez dit à Radio-Canada, ça va me faire plaisir. Je ne suis pas sûr, là, on n'est plus certain si le Parti québécois veut faire l'indépendance, mais en tout cas, je pense que nous, M. Beauchamp et moi, là-dessus, on est assez solides. On va la faire dans un premier mandat, et c'est surtout sur le comment qui est important. Québec solidaire veut avoir une assemblée constituante de personnes élues qui vont se pencher sur qu'est-ce qui est important dans un Québec indépendant, et ensuite, il va y avoir une question référendaire qui va être soumise à l'ensemble de la population québécoise. Mais on ne posera pas, je suis convaincu que la question n'aura pas 8 lignes. On va prendre le temps toutefois de préparer la population comme il se doit, que tout le monde sache vraiment c'est quoi le projet, et ensuite on va la soumettre. Je vous remercie, M. Sarrazin. Le troisième face-à-face sur les grands enjeux, M. Racah, 30 secondes au candidat de votre choix. Alors, je vais laisser la chance à M. Primo d'expliquer, de savoir quand les Québécois et les Québécoises seront prêts pour un référendum. Votre chef a mentionné à plusieurs reprises et tenté d'expliquer. Je ne suis pas certain que tout le monde a bien compris. Alors, je vous laisse la chance ce soir d'expliquer votre position concernant la séparation du Québec du Canada. Vous en faites vraiment, vous êtes rendu quasiment le bonhomme 7 heures sur la séparation. Non, on a dit au Parti québécois qu'on va déposer un livre blanc et on va consulter la population lorsque ça sera le temps. Vous savez très bien, écoutez, il faut vraiment faut savoir que régulièrement, les maisons de sondage sortent des sondages et à ce moment-là disent on peut voir l'évolution. On peut voir l'évolution des gens s'ils sont prêts. Mais on va travailler. Le fait de déposer un livre blanc, de travailler sur un livre blanc, c'est une façon d'aller vers justement la souveraineté du Québec et de préparer. Mais il y a un point que j'aimerais ramener, moi, parce que vous aimez ça parler d'autres choses. Moi, je veux ramener sur l'éthique, Monsieur Racah, l'éthique, le Parti libéral. Quand vous dites, avez-vous des nouvelles, vous, du 428 000, l'activité politique, là, où ce que s'est passé? Peut-être vous, comme député, vous savez où ce que ça s'est passé. Après ça, vous nous parlez, vous avez dit tantôt que M. Bachand a fait un job extraordinaire. Il a fait un job extraordinaire, il a augmenté les frais de scolarité de 82 %. Vous parlez d'éthique, M. Racah. Votre parti n'a seulement pas de code d'éthique à l'intérieur de votre parti politique. Lors du dernier congrès, vous ne l'avez pas, ça n'a pas été adopté, monsieur. Donc, vous l'avez élastique, il est probablement en élastique, votre code d'éthique. M. Primo, vous avez renvoyé la question avec même votre réponse d'une minute. M. Racah, votre réponse. Nous sommes le premier parti, on l'a adopté à l'automne, d'avoir adopté le code d'éthique et de déontologie qui va plus loin que le commissaire à l'éthique de l'Assemblée nationale. Je peux vous en donner une copie, M. Primo, peut-être la donner à Mme Marois. Ce serait peut-être un sujet de discussion à votre prochain Conseil général. Nous sommes le premier parti. Il a été adopté en bonne et due forme. Il faut tourner la page, effectivement. Et il faut que les nouveaux députés fassent en sorte qu'on puisse avoir une politique saine. Pourquoi? Pour encourager les jeunes à se lancer en politique, d'agir plus blanc que blanc. Puis moi, ça ne me tente pas de faire des batailles debout ce soir. Vous le savez, M. Primo, le Parti québécois, le Parti libéral s'est échangé le pouvoir avec les années. Il y a eu des mauvaises affaires qui se sont passées
dans les deux partis dans les dernières années, puis on est là pour essayer de faire en sorte qu'on puisse gouverner de manière la plus sereine possible, et je suis très fier de ce nouveau code d'éthique. Merci beaucoup, M. Iraca. Le dernier face-à-face pour les grands enjeux. M. Primo, vous avez 30 secondes pour le candidat de votre choix. Je reviens à M. Iraca. Quand vous parlez de la question faut le regarder, le commissaire à l'éthique, vous parlez, votre chef veut devenir premier ministre du Québec, alors que ça a sorti qu'il y avait de l'argent dans des paradis fiscaux. Il dépose même pas son argent dans les banques au Québec, puis il veut devenir premier ministre du Québec. C'est totalement inacceptable. Vous avez une éthique qui est élastique, M. Iraca. Parce que vous devriez avouer que le commissaire à l'éthique est la personne Primo, désignée. C'est parfait. Le 30 secondes est terminé. M. Iraca, vous avez une minute. Je n'accepterai pas qu'on parle de mon éthique comme ça. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que je suis en politique pour faire de la politique la plus sereine possible. J'ai 3 enfants, là. Moi, je veux leur montrer qu'il est possible de faire de la politique et de façon très droite, de façon très transparente. Puis je pense que c'est ça qu'il faut viser. Ma réplique, ce serait tellement facile, M. Primo, vous le savez. On connaît tous l'histoire de Mme Marois, M. Blanchette, qui ont acheté, qui se sont fait construire un château de 9 millions dans une terre zonée agricole. Je pourrais vous nommer à peu près 20 exemples, OK, qui feraient en sorte qu'on se lancerait la balle toute la soirée. Alors, moi, ce que je vous dis, c'est qu'il faut encourager les jeunes à faire de la politique sereine, d'agir en toute éthique, avec transparence, et notre chef a ouvert les livres. J'encourage Mme Marois et son mari, parce qu'il a ouvert ses livres et celui de sa conjointe, comme il se fait aux États-Unis pour les présidents. J'encourage Mme Marois, s'il vous plaît, à faire la même chose. M. Iraca, vous avez le droit d'un 30 secondes de réplique à M. Primo. Alors, M. Primo, je vais vous laisser une autre tentative, parce que là, je ne suis pas certain d'avoir bien compris, puis je ne veux pas m'acharner là-dessus, mais écoutez, nous sommes le seul parti qui croit en l'unité. Parce que moi, là, ici, là, j'ai le Québec, ma patrie, c'est le Québec, mon pays, c'est le Canada. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'on est plus fort unis. Vous nous dites, vous, qu'un référendum, puis j'ai bien compris, vous allez gouverner selon les sondages. Je veux dire, le dernier sondage là, donnait le Parti libéral 3e aux dernières élections. On est arrivé 2e, 54 députés versus 50. Alors, c'est les sondages qui vont gouverner le prochain référendum? M. Primo, vous avez une réplique. Ce n'est pas le cas du tout. Vous savez très bien, M. Iraca. On a annoncé qu'on déposerait un livre blanc. Entre-temps, on va continuer à gouverner la province de Québec parce qu'on a sorti la province du marasme suite aux 9 ans du gouvernement du Parti libéral. Le Parti libéral nous avait laissé la place en désordre. Il y avait des déficits qui étaient beaucoup plus élevés que ce qui était annoncé. Donc, le premier 6 mois de notre mandat, il a fallu réparer les pots cassés que vous aviez, que votre parti, parce que vous n'y étiez pas à ce temps-là, vous veniez d'être élu, mais que votre parti, parce que quand on se présente pour un parti, on représente aussi le parti pour le passé aussi. Donc, à ce moment-là, il a fallu faire des choix difficiles. Fait que donc, quand je vous dis, puis je reviens encore sur la question parce que vous accusez ma chef de parti, que je ne laisserai pas vous l'accuser, qu'elle a présenté, lorsqu'elle a été élue, au commissaire à l'éthique, le rapport, ses avoirs personnels et ceux de son conjoint, et le commissaire à l'éthique, c'est son rôle. S'il y avait eu quelque chose de pas correct, il l'aurait mentionné. Merci beaucoup, M. Primo. C'est ce qui conclut le débat sur les grands enjeux. On va à quelques petits commerciaux, mais au retour de la pause, c'est les questions du public qui ont été reçues au préalable avant le débat. Ne bougez pas, on revient tout de suite. En 2009, j'avais 40 ans, j'étais en pleine forme et j'ai été diagnostiqué d'une leucémie. J'ai dû recevoir 20 transfusions de sang. Aujourd'hui, je vais très bien. Ça change un petit peu la perspective de vie. Disons que je remets moins à demain les choses que je peux faire aujourd'hui. D'ailleurs, on a commencé en famille à faire du surf cet été. C'était vraiment, vraiment plaisant.
chaque transfusion que j'ai reçue, je pensais aux donneurs. Merci de donner. Merci de continuer à donner. Bienvenue à ce débat électoral 2014 pour la circonscription de Papineau. C'est maintenant le temps des questions du public. Chaque candidat aura 30 secondes pour répondre à la question et il n'y a pas de droit de réplique. Donc, pour la première question, Jessie? Oui, en fait, on a reçu une question du Centre actuel, qui est le seul centre pour femmes de la circonscription de Papineau, qui se demande si la taxe santé sera abolie par votre parti et pourquoi. Évitez les réponses en 30 secondes. Monsieur Primo. La taxe santé, on a déjà fait notre annonce là-dessus, c'est qu'on a déjà réduit de plus de 3 millions de personnes ne payent pas la taxe santé, c'est selon leurs revenus. Cette taxe-là aurait dû, dès le départ, être installée. C'était une taxe qui soit justement selon les revenus des gens. Idéalement, il n'aurait pas fallu avoir cette taxe santé-là. Ça, c'est l'héritage de M. Bachand, que M. Iraka disait tantôt, qui avait fait une bonne job. C'était ça, là. Merci, M. Primo. M. Iraka, justement. Alors, la réponse est oui. Nous allons abolir la taxe santé de manière graduelle. Notre chef l'a déjà exprimé le souhait. C'est Dr. Philippe Couillard qui a annoncé lui-même ici le fait que la taxe santé serait abolie graduellement pour tous les Québécois. Alors, contrairement au Parti québécois, ceux qui gagnent 40 000 par année, 18 000 et plus paient 200 de taxe santé. Alors, pratiquement tous les Québécois paient la taxe santé, sauf une petite partie. Donc, nous, on va l'abolir complètement. Je vous remercie, M. Iraka. M. Sarrazin. Québec solidaire va abolir la taxe santé parce que c'est une bonne façon d'appauvrir des personnes qui ont déjà des revenus pas si élevés que ça. En plus, Québec solidaire va abolir la hausse de garderie que le Parti québécois a mis en place. Parce que ça aussi, ça appauvrit une famille de 2 enfants de 1 086 $ par année. Et la hausse d'Hydro-Québec, la même chose. On pige dans les mêmes affaires, dans la même catégorie de gens. 4,3 on est dans surplus. Donc, il n'y a pas de raison d'avoir une hausse. M. Sarrazin, 30 secondes est écoulée. Pour terminer le tour, M. Beauchamp sur la question. Oui, nous aussi, évidemment, la taxe santé, c'est une taxe cachée, c'est une taxe injuste, c'est une taxe qui ne prend pas en compte le salaire des gens, même si ça a été modifié par le Parti québécois et instauré par le Parti libéral, modifié par le Parti québécois et là, possiblement retiré par le Parti libéral. Donc, on ne comprend plus trop où est-ce qu'on s'en va avec ça, mais définitivement, on va l'abolir puisque c'est une taxe injuste. Je vous remercie beaucoup, messieurs. Donc, pour la deuxième question du public, François. Le président de la CSCV, Sylvain Léger, veut savoir si vous entendez maintenir le niveau actuel de financement des écoles privées par l'État ou le réduire. Excellent. La première personne pour répondre à la question, M. Marc Sarrazin de Québec solidaire. Quelle bonne question. Québec solidaire va abolir les subventions aux écoles privées, va transférer cet argent-là aux écoles publiques, ce qui va faire augmenter, bien entendu, les élèves du secteur public. Donc, parallèlement à ça, il va falloir développer de l'emploi, des professeurs et aussi du personnel de soutien. Québec solidaire est clair là-dessus. On va l'abolir. On ne veut pas qu'il disparaisse, sauf que les gens paieront ce que ça vaut. Excellent. Je vous remercie beaucoup, M. Sarrazin. Donc, en second lieu, M. Iraka du Parti libéral. Alors, l'école privée, ce sont des infrastructures déjà existantes sur plusieurs territoires au Québec. Alors, il faut s'attaquer aux critères d'admissibilité pour les écoles privées. Est-ce qu'on peut faire en sorte que les élèves qui ont des difficultés d'apprentissage ne soient pas exclus de ces établissements-là, mais qu'ils soient inclus pour qu'ils puissent offrir un service non pas seulement sur une base de sélection suite à un examen bien préétabli, mais qu'il y ait une ouverture pour les élèves en difficulté également d'apprentissage pour ces écoles-là. Merci, M. Iraka. M. Beauchamp sur la question, s'il vous plaît. Pour le privé, nous aussi, on veut réaffirmer le caractère public et universel du système d'éducation. Le privé, tant en éducation qu'en santé, c'est un non-sens social et c'est également un non-sens économique. Donc oui, on veut absolument revoir ça. Excellent. Pour terminer sur la question de l'éducation, M. Primo, s'il vous plaît. Oui, effectivement, il faut revoir tout le financement des écoles privées parce que les écoles privées viennent justement prendre les meilleurs élèves performants et les aident à aller à l'école privée. Donc, ça fait en sorte que
nos élèves, ça augmente le taux de décrochage scolaire et tout ça. Donc, on va s'attaquer à ça, bien entendu. Et en plus, d'autant plus qu'il y a aussi ce qui s'en vient, les écoles privées sur la question des religions. Donc, oui, il va falloir lui couper les subventions, c'est clair. Je vous remercie beaucoup, M. Primo. Donc, la troisième question du public, s'il vous plaît. Oui, un citoyen désirant garder l'anonymat vous demande qu'est-ce que vous proposez pour améliorer les saines habitudes de vie, autant chez les jeunes que chez les personnes âgées. Donc, pour débuter le tout sur la question, M. Marc Sarrazin de Québec solidaire. Question fort intéressante. Ça passe par les écoles, bien entendu, et ça passe aussi par les CLSC. On sait très bien, actuellement, il y a des jeunes qui vont à l'école qui n'ont pas de quoi se nourrir, qui vont à l'école sans avoir déjeuné. Donc, il faut s'assurer au départ que chaque enfant puisse manger comme il se doit. Deuxièmement, il faut des services pour les enfants en difficulté, parce que malheureusement, ça existe. Et ça veut dire des psychoéducatrices, des orthophonistes, etc. Québec solidaire veut ajouter du personnel de ce type dans les écoles, entre autres. Merci beaucoup, M. Sarrazin. En second lieu, sur la question des saines habitudes de vie, M. Primo du Parti québécois. Ça fait partie de notre programme au Parti québécois d'avoir un programme de prévention en santé publique. Il faut aussi aider les familles. On l'a mentionné, on travaille là-dessus pour aider les familles, justement, pour que tous les enfants aient une chance égale, parce qu'effectivement, en pauvreté, ça fait en sorte que les enfants ont de la difficulté à performer à l'école, puis ça devient des futurs décrocheurs scolaires. Donc, il faut vraiment investir pour que les gens aient des saines habitudes de vie et de la prévention en santé publique. Je vous remercie beaucoup, M. Primo. M. Beauchamp d'Option nationale, s'il vous plaît. Donc, j'ai eu la chance d'en parler un peu tantôt. Donc, les saines habitudes de vie, ça débute à l'école lorsqu'on est jeune. Donc, tantôt, j'en ai parlé un peu. Nous, on voudrait bonifier les activités parascolaires, justement pour améliorer les saines habitudes de vie des jeunes. Mais également, tantôt, j'en ai parlé aussi, ajouter une période quotidienne d'éducation physique de la maternelle jusqu'au secondaire 5. C'est ce qu'on propose justement pour les jeunes, pour habituer les saines habitudes de vie, puisque quand on commence à un jeune âge, c'est quelque chose qui va se poursuivre pour les années à suivre. M. Beauchamp, donc M. Iraca en dernier lieu sur la question. Oui, alors je pense qu'il y a déjà un virage qui a commencé dans les écoles. Il y a beaucoup de friteuses qui ont sorti de nos écoles secondaires. Il faut continuer en ce sens-là, investir dans les infrastructures sportives pour que nos jeunes puissent faire du sport tout en étudiant. Il faut investir dans les organismes communautaires. Je pense au centre actuel qui ont un projet magnifique de cuisine collective où des jeunes mères monoparentales apprennent à bien magasiner, à bien faire la cuisine pour leurs enfants. Je pense que c'est une question d'éducation. Il y a les organismes pour les pères également. Les cuisines collectives, il faut encourager ça pour qu'il y ait un guide. Merci beaucoup, M. Iraca. C'est ce qui conclut les questions du public. C'est maintenant l'heure du dernier mot, si je peux dire, du débat, le mot de fermeture. Chaque candidat a 1 minute pour essayer de convaincre les indécis ou à appliquer ou pour dire, dans le fond, ce que leur parti prône, ce que leur parti promette. Pour ouvrir le bal, M. Iraca du Parti libéral en 1 minute. Merci. Chers citoyens du magnifique comté de Papineau, le Parti libéral a fait un travail majeur suite aux dernières élections. On a compris le message. On a fait d'abord un travail d'humilité. Après 10 années de pouvoir, il faut être capable de se regarder dans le miroir, il faut être capable de voir comment on peut s'améliorer. On a fait le tour du Québec. On a mis en place un nouveau programme électoral où on va s'occuper des vraies affaires, éducation, santé, tourisme, art, culture, l'emploi. On ne prendra pas l'argent. Et ceux qui sont indépendantistes dans l'âme, qui sont nés comme ça. Je connais des amis qui ont voté oui à des référendums puis qui ont changé d'idée avec le temps, qui se disent la chicane, on n'en veut plus, on pense qu'unis, on est plus fort. Mais ceux qui sont nés comme ça, puis ça ne changera pas, vous avez l'embarras du choix. Option nationale, Parti québécois, Québec solidaire, même la CAQ veut le faire. Alors, moi, ce que je vous dis, c'est que je suis un gars présent, loyal. Je vais toujours être là pour les gens du comté. J'ai un bureau à Buckingham, un à Saint-André. Ma porte est toujours ouverte. J'ai le comté de Papineau tatoué sur le cœur. Merci beaucoup, M. Iraca. M. Sarrazin. Moi, je demande à la population de Papineau de voter avec leur tête et également avec leur cœur pour que l'on puisse se donner des meilleurs services de santé, entre autres, c'est primordial, pour également améliorer notre système d'éducation. Nos élèves, nos jeunes valent ça, pour aussi
respecter nos aînés, leur donner l'occasion de demeurer à la maison en développant des services à domicile adéquats à travers, entre autres, l'économie sociale, les organismes communautaires. Donc, je vous invite à voter pour un Québec libre qui est en mesure de prendre cette décision et non pas être à la traîne d'Ottawa, pour un Québec juste, un Québec qui va partager ses richesses, qui va aider les familles, qui va aider les gens qui travaillent chaque jour à un salaire moyen. Et enfin, un Québec vert pour préserver notre santé et préserver aussi les générations futures, nos jeunes. Merci beaucoup, M. Sarrazin. Donc, en troisième lieu, le mot de fermeture, M. Primo, c'est votre tour. Peut-être avant de commencer mon mot de fermeture, pour annoncer à M. Iraka que Mme Marois a déposé son bilan. Fait que vous allez pouvoir aller voir là, combien elle a dans ses réels, combien elle a dans son compte de banque. Pour moi, ça n'a vraiment aucune importance. Vous avez entendu le débat de ce soir. Le rôle d'un député est d'être présent, d'accompagner et de servir ses concitoyens. Et un député fait partie d'une équipe. Nous souffrons encore des scandales de l'équipe libérale du tandem Charest-Couillard. Depuis 18 mois, le Québec va mieux. J'offre à la population de Papineau mes services comme député pour vous représenter à l'Assemblée nationale au sein de l'équipe exceptionnelle de Mme Pauline Marois. Le 7 avril, votez pour élire un gouvernement honnête, un gouvernement droit qui fera adopter la Charte de la laïcité et qui respectera votre intelligence. Je suis prêt à faire partie de cette équipe en votre nom. Merci. Je vous remercie beaucoup, M. Primo. Donc, pour fermer le bal, le mot de fermeture, M. Beauchamp d'Option nationale. Oui, pour terminer, je vais vous lire le préambule de notre plateforme, puisque Option nationale, on est un nouveau parti, pour que vous puissiez bien connaître notre mission et ce qu'on veut faire. Donc, nous, Québécois, nous ne connaîtrons notre plein potentiel de développement que le jour où nous en contrôlerons tous les leviers, comme le font près de 200 pays dans le monde, sans jamais regretter d'être maîtres chez eux. Il faut assumer pleinement le fait qu'aucune autre nation ne peut juger mieux que les Québécois de ce qui est bon pour le Québec. Il est futile de tenter d'améliorer les attitudes d'un autre peuple à mieux nous gérer. N'oublions jamais que tout ce que le Québec peut réaliser en tant que simple province d'un autre pays, un Québec souverain le pourra aussi. L'inverse n'est pas vrai et la conclusion s'impose. Il est temps que nous assumions en tant que peuple et que nous prenions notre avenir en main. Je vous remercie beaucoup, M. Beauchamp. C'est ce qui conclut le débat 2014 pour la circonscription de Papineau. J'espère que ça a été utile pour vous si vous étiez indécis pour la période de vote le 7 avril prochain. J'aimerais prendre le temps de remercier les candidats qui étaient présents, M. Primo, M. Sarrazin, M. Iraka et M. Beauchamp. Et par le fait même, remercier mes deux co-animateurs avec moi, Mme Jessie Laflamme et M. François Robert de TC Média. Encore une fois, je vous remercie d'avoir été des nôtres et j'espère que le tout vous a été utile pour le 7 avril prochain. Passez une très bonne soirée. Merci beaucoup. Merci, madame, et bonne fin de journée. Moi, je travaille en français. Dans mon diapanage, je travaille en français. Au Québec, on travaille en français. Un message d'impératif français. En 2007, j'étais enceinte de ma fille. J'ai eu des graves complications à l'accouchement, ce qui a fait que j'ai dû avoir 11 transfusions de sang. Mes enfants, c'est ce qui est le plus important pour moi. C'est ma joie de vivre, puis j'adore être avec eux, passer du temps avec eux. Maintenant, ça va bien, je suis en pleine santé, je m'amuse avec mes enfants, puis on peut profiter du temps ensemble. J'ai envie de dire merci aux donneurs. Merci de donner, c'est important. Je m'appelle Zachary, je suis amputé à la jambe gauche. Ça signifie c'est fait pourquoi? Ça, c'est de la fibre de carbone. J'étais super contente d'avoir ma nouvelle prothèse. En plus, avec un pied spécial. Ma nouvelle prothèse, ça tourne mieux, puis ça va beaucoup mieux. Là, je me dis, ouais, je suis capable.
J'aime déjà jouer au hockey, puis j'aime jouer avec mes amis, fait que les deux ensemble, c'est super amusant. L'association des aptitudes, ça m'aide beaucoup. On va regarder au show. Moi, je travaille en français. Merci Martine. Au bureau, je travaille en français. Au Québec, on travaille en français. Un message d'Impératif français.